Bonjour à tous et bienvenue dans Connect, le live 100% objets connectés. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Alexis Normand. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable du développement santé chez WeThings. Merci infiniment d'être là. On va parler de santé connectée aujourd'hui, mais avant cela, est-ce que vous pourriez commencer par nous parler de WeThings? Qu'est-ce que c'est? Bien sûr. Alors WeThings, c'est une société française qui a été créée en 2008 par deux ingénieurs des télécoms. Et donc, après 6 ans d'existence, nous avons enrichi notre gamme d'objets connectés pour suivre sa santé. Ça a commencé avec un pèse-personne connecté qui permet de suivre l'évolution de son poids sur son smartphone. On a proposé un tensiomètre connecté, puis un tracker d'activité, maintenant une montre connectée. Donc ça a l'air un peu comme tous nos produits, ils se fondent dans le quotidien. Ça a l'air d'être un pèse-personne, un tensiomètre normal, mais toutes les données sont envoyées sur le smartphone. Ça permet de les historiser, ça permet de les envoyer et donc finalement de mieux se suivre. Alors, on va revenir aux produits. Alors, WeThings, c'est un peu la référence française en matière d'objets connectés. C'est encore une start-up ? Alors aujourd'hui, on compte 150 salariés à Issy-les-Moulineaux. On était environ 90 il y a à peu près 1 an, donc on grandit très vite. On a un bureau américain où il y a 20 personnes et un bureau à Hong Kong. Donc on a très certainement gardé l'esprit start-up, mais fort heureusement, on ne démarre plus. Voilà. Alors, comment est-ce que se répartissent vos ventes sur les différents marchés? Donc, vous l'avez dit, vous êtes présent aux États-Unis, en Asie. Comment ça se répartit tout ça? Alors, on fait environ la moitié de notre chiffre d'affaires aux États-Unis, environ 40% en Europe, dont 10% en France, et entre 10 et 15% en Asie, en Corée, au Japon. Donc, on est vraiment sur un marché qui est mondial, mais qui est principalement tiré par les États-Unis, parce que c'est là où il y a le plus grand nombre de consommateurs pour ce type d'objet. Vous communiquez sur le chiffre d'affaires? Alors, on ne communique pas sur le chiffre d'affaires parce qu'on ne veut pas donner d'informations à nos concurrents. Et on est sur un marché très concurrentiel. Alors, vous bénéficiez du soutien de la BPI qui a investi massivement à hauteur de 11 millions d'euros. Vous m'arrêtez si je me trompe. Comment est-ce que vous expliquez un tel engouement? C'est pas tout, il y a d'autres investisseurs. Comment est-ce que vous expliquez un tel engouement? Alors, on a fait, donc vous faites référence à notre deuxième levée de fonds qui a eu lieu l'année dernière en 2013. On a levé 23 millions d'euros, dont à peu près la moitié a été apportée par la Banque publique d'investissement, qui se comporte comme un investisseur privé. C'est simplement qu'on est sur un marché nouveau, un marché qui se développe. Et à ce titre, on a besoin de développer des nouveaux produits, de faire plus de R&D et de faire plus de marketing pour rivaliser aussi avec des entreprises américaines qui font des levées de fonds assez équivalentes, voire 5 fois plus grosses pour certains. Alors, quelles sont les nouveautés WeThings pour 2015 en matière de santé connectée? Alors, en ce moment même, on est en train de présenter 2 nouveaux objets au CES de Las Vegas et des objets qui ont été primés. Donc le premier, c'est la version grand public de cette montre que je porte, donc qui est une montre connectée, qui compte mon nombre de pas, qui détecte automatiquement mon sommeil, mes phases de sommeil, le temps que je passe à dormir, et qui détecte en plus de ça la nage, donc si le nombre de brasses que je fais, voilà, elle est résistante. Et donc le modèle que vous voyez à l'écran, c'est une version grand public, parce qu'on pense que la santé connectée, c'est pour tout le monde. Et là, aux alentours de 149 euros. Donc on économise combien sur alors ça, c'est un modèle qui est fabriqué en Suisse et avec des matériaux très nobles. C'est le même cuirier que des marques comme Hermès, le verre est en saphir. Avec des matériaux plus fonctionnels comme la POP, vous êtes aux environs de la moitié du prix. Donc la POP, c'est la montre grand public qui est présentée, qui a un énorme engouement, qui connaît un énorme engouement au CES. Exactement, et qui a notamment été primé au CES, et on pense que en fait, c'est un produit qui va un petit peu redéfinir ce que c'est que le tracking d'activité. Vous avez vu beaucoup d'objets, de bracelets dédiés au tracking d'activité. Une des critiques dont font l'objet ces produits, c'est qu'il faut souvent les charger, ils ont un côté un peu gadget, donc ça va intéresser que des geeks, alors que la vision de WeThings, c'est vraiment faire des objets qui n'ont pas l'air connectés, mais qui apportent quelque chose parce qu'ils sont reliés au smartphone. Donc en ciblant vraiment la montre, en ciblant la durée de la batterie, donc là il faut changer la pile 1 fois par an, en ayant l'air d'une montre normale, on pense vraiment pouvoir s'adresser à un nombre beaucoup plus grand de personnes et surtout faire que les gens gardent le produit dans la durée, parce que plus les gens se suivent, en réalité, plus ils agissent sur leur comportement. Plus vous pesez
plus vous faites attention à votre poids, plus vous perdez du poids dans certains cas, plus vous suivez votre activité, eh bien, plus vous allez chaque jour un petit peu vous inciter à marcher plus. Et nos statistiques montrent qu'à l'arrivée, les gens qui se suivent toute une année durant, eh bien, ils finissent par marcher 10 à 30% de plus. Et ça a un impact sur votre santé considérable. Il n'y a pas des limites à ça, par exemple des troubles de maladies alimentaires Alors, sur l'activité, je crois que c'est universellement conseillé. L'activité physique, c'est extrêmement bon pour la santé, ça diminue la mortalité. Et à force de se mesurer tous les jours Alors, l'objectif, c'est justement que cette mesure soit totalement indolore, qu'on ne la remarque même pas. Donc, si vous voulez, on n'encourage pas les gens à être focalisés en permanence sur la donnée, mais on veut justement que, de façon quasiment invisible, il y ait une mesure qui puisse servir de point de référence. Parce que ce qui compte, c'est le fait de se mesurer, mais c'est le fait d'avoir des données dans la durée. Et donc, c'est justement en n'y pensant pas qu'on se mesure mieux. Alors, quels sont vos autres produits? Je crois que vous avez une balance. Alors oui, on a c'est le produit phare de WeThings, c'est celui par lequel on a commencé et qui explique une grande partie du succès de WeThings. Donc c'est un produit qui est sur le marché depuis 5 ans maintenant, mais qui a évolué. Ouais. Voilà, elle permet de suivre son poids, sa courbe de poids, elle permet de suivre sa masse grasse. Le dernier modèle permet de suivre le taux de CO2 dans l'air, également le rythme cardiaque. Donc, c'est un objet, une station que vous avez un peu chez vous et qui va vous donner le plus d'informations possible sur votre santé. Et là, on reste un petit peu sur ce modèle où on améliore un produit qui existait déjà, qui était non connecté, mais qui, avec ses fonctionnalités supplémentaires, vont permettre progressivement de passer de la quantification au coaching. Donc votre personne va vous dire attention, vous vous pesez de moins en moins, vous êtes peut-être à risque de grossir parce que vous faites moins attention. Ou alors il est connecté, il vous donne aussi le temps qu'il va faire. La plupart de nos utilisateurs se pèsent le matin. Alors c'est aussi parce que c'est là que vous êtes le moins lourd. Eh bien, vous avez un petit parapluie qui apparaît quand il va pleuvoir parce que le pèse-personne est relié à Météo France. Donc il y a un certain nombre de petites choses, on ne veut pas saturer nos utilisateurs d'informations, mais on apprend des usages pour essayer de coller à ce qui est simple, utile, agréable pour nos utilisateurs. Alors vous avez également un tensiomètre, on va en parler, après vous nous direz ce que vous avez d'autres, quels sont vos autres produits. Alors donc le tensiomètre c'est un dispositif médical, il est vendu certes en Apple Store, à la Fnac, mais aussi en pharmacie. C'est un outil qui n'a pas... C'est le premier tensiomètre connecté, c'est le premier tensiomètre qui a été designé avec un look un peu sport, avec cette idée qu'on ne veut pas vous rappeler que vous êtes malade, il ne faut pas que vous ayez l'impression d'avoir un morceau d'hôpital chez vous. Donc vos objets sont très design? Oui, alors c'est voulu, c'est très important que l'objet soit beau, agréable, pour que vous ayez envie de vous en servir. Vous travaillez avec des agences de design? Oui, absolument. Il y a une agence qui s'appelle Helium Studio qui a travaillé sur tous nos objets, une agence française. Donc ça fait partie du savoir-faire français de notre entreprise. Alors justement, un internaute demande, Tristan demande, les produits WeThings sont-ils made in France? Alors vous avez parlé de la Suisse. Donc les produits made in France, ils sont conçus en France. La plupart de nos ingénieurs enfin peu importe, ils sont tous en France, mais ils sont la plupart français. La valeur ajoutée est clairement française. Maintenant, ils sont assemblés en Chine, mais souvent avec des composants, même des microprocesseurs qui peuvent venir de France. Donc l'important, c'est la valeur ajoutée qui est très clairement française. Le lieu d'assemblage aujourd'hui a assez peu d'importance par rapport à l'identité, à la nationalité du produit, si on peut dire. Alors, quels sont les autres produits dans vos gammes chez WeThings en santé? Alors, au-delà du tensiomètre, il y a un tracker d'activité qui permet de mesurer certes son activité, mais aussi son pouls, son rythme cardiaque et son oxymétrie. Donc, c'est des petits bracelets connectés. Hein, c'est un petit bracelet connecté. Il y a donc les deux montres. On a également un pèse-personne pour bébé. Donc avec une soucoupe dédiée qui est beaucoup plus fin sur les tout petits poids. Donc c'est pour les nouveau-nés et là on vous recommande particulièrement de suivre le poids d'un nouveau-né.
Donc c'est un autre produit. Et puis on s'aventure un peu également sur le terrain de l'environnement avec une caméra qui s'appelle le Home, oui, qui certes permet de suivre son enfant ou sa maison chez soi, mais est dotée également de capteurs de température, d'humidité et de composés organiques volatiles, ce qu'on appelle le COV, qui va vous donner une indication sur les mauvaises odeurs ou sur un problème d'environnement. Donc typiquement, vous incitez à ouvrir la fenêtre parce que ce qu'on ne sait pas assez, c'est qu'aujourd'hui, la pollution de l'air vient principalement de l'air intérieur et non pas de l'air extérieur. On s'auto-asphyxie à trop isoler nos maisons. Alors, on va maintenant parler peut-être du bien-être. Vous avez également une gamme bien-être? Alors, la santé est définie par l'OMS comme un état de bien-être. Donc nous, on pense qu'il y a un continuum parfait entre bien-être et santé. Par contre, il y a clairement une scission avec la maladie ou le médical. Bien sûr. Sur le bien-être, tous nos produits visent au bien-être. Je ne pense pas que ça soit une gamme particulière. Je pense notamment à Aura, donc c'est pour se réveiller peut-être en douceur. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Effectivement, donc on a un produit qui s'appelle le Aura, qui est constitué d'un capteur que vous mettez sous votre matelas, qui va enregistrer à chaque fois que vous vous couchez votre rythme cardiaque, votre respiration et vos mouvements, et qui va en déduire vos phases de sommeil. Sommeil profond, sommeil paradoxal, donc le moment où vous rêvez, où vous faites un peu le tri dans votre mémoire pour vulgariser, et phase de sommeil léger, et vous donnez par conséquent un tableau de bord un petit peu sur toutes ces phases. Donc ça, c'est la partie capteur de sommeil, mais à côté de ça, vous avez une station de chevet qui permet à la fois de lancer des programmes d'endormissement. Donc il y a certaines lumières orangées qui, typiquement, quand vous fermez les yeux, vont stimuler des capteurs non visuels. C'est de la luminothérapie C'est une sorte de luminothérapie, oui, à la fois pour l'endormissement, mais également de la thérapie sonore. Et pour le réveil, où typiquement ça change du réveil téléphone qui est très brutal et vous n'avez qu'une envie, c'est de l'éteindre. Là, vous êtes sensibilisé à une lumière bleue, un peu comme une aurore, pendant une dizaine de minutes avant même que vous ouvriez les yeux. Et ça a pour conséquence en fait d'avoir un réveil beaucoup plus progressif qui fait que vous vous sentez en fait beaucoup mieux au moment de sortir de votre lit. Et ça, j'en fais l'expérience à titre anecdotique, mais c'est également ce que la littérature scientifique nous enseigne. Donc on ne met plus de réveil, c'est lui qui sait quand est-ce que c'est bon de nous réveiller dans une tranche horaire. Voilà, c'est un réveil intelligent à la fois parce qu'il est plus progressif et parce que de plus en plus on travaille à relier le réveil au cycle de sommeil que par ailleurs le reste de l'appareil mesure. Alors, quels sont vos produits qui marchent le mieux, qui se vendent le mieux, et en fonction des marchés également? Alors, c'est à peu près pareil sur tous les marchés. Il y a un très fort engouement pour le tracking d'activité parce que c'est une dans les montres ou indépendamment? Montre et bracelet. Alors la montre est très nouvelle, donc on ne peut pas encore tellement différencier la montre du Pulse, qui est un tracker d'activité. La nouvelle est déjà commercialisée? Alors celle-là est commercialisée depuis 2 mois, le modèle haut de gamme, et la nouvelle est disponible depuis 2 jours sur notre site et à la Fnac ou chez certains de nos revendeurs. Donc très clairement, les gens ont envie de suivre leur activité et puis c'est vraiment un cadeau. C'est beaucoup plus facile de vous offrir un bracelet connecté et de vous dire soyez plus actif que de vous offrir un pèse-personne et de vous dire et de vous laisser en tirer les conclusions. Néanmoins, juste après le tracking d'activité vient le suivi du poids. Et encore une fois, c'est parce qu'on n'a pas inventé un nouveau besoin que le pèse-personne se vend très bien. C'est parce qu'on a amélioré un usage existant. Et un peu comme d'une certaine manière vous trouveriez ça absurde d'avoir un téléphone ou une tablette sans le Wi-Fi, on pense que demain, ça sera un petit peu absurde d'avoir un pèse-personne qui ne soit pas connecté. Voilà. Alors Tristan demande, on voit de plus en plus de montres connectées. Qu'est-ce qui différencie WeThings de la concurrence et de manière générale, qu'est-ce qui vous différencie? Est-ce que c'est le design? Est-ce que c'est Alors il y a 2 ou 3 choses qui nous différencient. La première, c'est effectivement la volonté de faire des beaux objets, de faire des objets qui, d'un point de vue technique, sont plus performants. Si on prend le cas de la montre, c'est clairement la durée de la batterie et le design et l'étanchéité. Donc ça, c'est des choses assez inédites dans le métier des trackers. Et puis surtout, le fait que ça ressemble à une montre normale. Sur le tracker, c'est un produit plus performant parce qu'il y a l'oxymétrie et le tracking du rythme cardiaque.
Maintenant, ça c'est pour la performance de l'objet. Après, tout est pensé en termes d'expérience utilisateur chez nous. Donc là où il y a de simplifier le plus possible, mais de rendre le plus ergonomique possible l'application mobile. Donc aujourd'hui, vous vous lancez dans le tracker ou dans l'application mobile, vous avez toute une expérience qui va vous manquer en termes d'ergonomie de l'application, de simplicité d'usage et d'écosystème. Parce que tous nos objets, les données peuvent être partagées à votre initiative vers des applications de coaching, de minceur, de coaching si vous avez le diabète, santé. Et donc, toutes ces données peuvent être partagées avec un écosystème. Et comme WeThings a 5 ou 6 ans d'existence, eh bien, ça fait 5 ou 6 ans que des prestataires santé, coaching, fitness, nutritionnel travaillent avec nos objets. Donc, si vous avez le choix entre beaucoup d'objets différents, avec nous, vous avez un peu la garantie qu'ils soient compatibles avec le plus grand nombre d'usages possibles, et notamment l'application santé d'Apple qui est reliée aux dossiers médicaux aux États-Unis dans certains cas. Donc voilà, beaucoup d'usages. Puis dernier point quand même, la fiabilité, parce qu'il y a une courbe d'apprentissage qui est très élevée. Et donc, plus vous avez travaillé à faire du suivi, plus vos mesures sont fiables parce que vous avez corrigé tous les bugs, vous avez pris en compte toutes les situations possibles, etc. Voilà. Alors, vous parliez de données. Est-ce que vous avez des questions de manière récurrente des utilisateurs? Alors, en fait, on passe beaucoup de temps à faire de la pédagogie, ne serait-ce que sur le cadre législatif, qui ce sont à chaque fois des données personnelles. Et à ce titre, encadré bien sûr par la loi informatique et liberté qui précise que ce sont des données strictement personnelles, qu'en aucun cas elles ne peuvent être partagées sans le consentement explicite de la personne. Donc on passe beaucoup de temps à expliquer la législation en la matière et en pratique pour nous ça veut dire la mise en place de procédures de sécurisation de la donnée. D'anonymisation. Pas d'anonymisation, que vous ne puissiez... qu'il n'y ait que vous qui puissiez y accéder avec un mot de passe, avec des systèmes d'authentification, qu'il puisse y avoir aucune intrusion extérieure et que même chez WeThings, personne ne puisse les voir à moins que ça soit à l'initiative de l'utilisateur parce qu'il faut régler un problème de service client. Donc ça, c'est beaucoup de process, c'est pas très amusant à raconter, mais on a un Data Privacy Officer qui est responsable. Est-ce que c'est pas un beau titre pour au final, parce que comment est-ce qu'on garantit concrètement la confidentialité des données? Alors on la garantit de façon législative et on la garantit par des process et par des certifications type ISO 9001 ou 13085 qui ont vocation justement à montrer que notre entreprise applique des procédures très strictes en matière non seulement de qualité mais de protection des données. Donc là-dessus, c'est pas très amusant à expliquer, mais c'est fondamental pour notre activité. Alors, on va faire un peu de science-fiction. D'après vous, comme ça, quels pourraient être les produits de demain et à quoi pourrait ressembler la santé et la médecine dans 20 ans? Alors, c'est une très bonne question et on a écrit justement un livre blanc sur la santé connectée qu'on peut télécharger sur notre site internet où on a travaillé avec des médecins pour justement commencer à nourrir un dialogue et voir comment le monde médical peut s'approprier nos objets. Et pour répondre simplement, eh bien, plus vous accumulez de données sur vous-même, plus il devient possible de faire de la prévention, de vérifier que dans la continuité de vos données, de développer des algorithmes, des analyses automatiques qui vont lancer des alertes en cas d'écart à la normale. Donc la médecine de demain, c'est une médecine beaucoup plus préventive, beaucoup plus prédictive, donc qui va vous alerter, plus participative. Donc ça ne sera pas juste le médecin qui vous dit voilà comment il faut gérer votre santé. Vous allez être acteur de votre santé et peut-être malheureusement de votre maladie si vous avez une maladie chronique. Et puis participatif, préventif, prédictive. Et puis il y en a un quatrième P, mais là tout de suite je m'en souviens plus. Est-ce que le médecin aura toujours besoin de se déplacer d'après vous? Alors, ce qu'il faudra, le médecin, avec nos objets, n'est en aucun cas remplacé. C'est la partie noble du diagnostic qui doit et qui évidemment va rester. Par contre, il y a tout un tas de tâches qui peuvent être déléguées de plus en plus à des machines, à des objets, à des machines ou à des individus. Parce que, et de ce point de vue-là, si on prend le cas de la tension artérielle, avant c'était quelque chose qu'on prenait que chez le médecin.
Après, il y a eu un certain nombre de publications qui ont montré que la mesure de la tension artérielle est plus fiable quand on le fait chez soi. Donc progressivement, c'est développé la pratique de l'automesure. Ce n'est pas à votre médecin de suivre votre nombre de pains. C'est à nous, c'est à vous de le faire. Par contre, ça peut être une information pertinente pour lui de savoir si vous avez un problème de cœur, que vous êtes très sédentaire. Sûr, ça donne des informations. Alors, Ariel demande, travaillez-vous avec la sécurité sociale ou encore avec des mutuelles? Alors, non. Par contre, ça pourrait s'envisager. Il arrive que des mutuelles offrent comme cadeau de bienvenue nos produits avec cet argument que si vous prenez soin de vous, c'est évidemment que vous allez être en meilleure santé. Maintenant, ce n'est les gens n'ont pas envie de partager leurs données avec leur mutuelle. Donc, on a regardé, mais ce n'est pas quelque chose qu'on imagine tellement encouragé. Alors, on va parler un petit peu du marché de la santé connectée. Est-ce que le marché de l'e-santé est un marché de masse? Alors, je pense que c'est devenu un marché de masse. Parce qu'en fait, la santé est un marché de masse et de plus en plus, la santé est à son tour touchée par Internet, par la numérisation. Donc, c'est un marché de masse et j'en veux pour preuve, je pense, les initiatives des géants de l'Internet comme Apple, comme Google, qui maintenant, sur tous les nouveaux téléphones, ont une application santé qui permet de récupérer les données du bracelet connecté WeThings, du tensiomètre WeThings. Donc tout d'un coup, tout le monde peut le faire. Donc du coup, ça passe plus par vos applications, par les applications de chaque appareil? Si, ça passe. Nos appareils ont besoin de notre application pour être installés, pour fonctionner, pour récupérer les données. Mais ils centralisent les données, par exemple. C'est comme un peu Passbook où vous mettez tous vos billets d'avion. Ben là, vous pouvez mettre toutes vos données. Par exemple, si vous avez un glucomètre, nous, on n'en propose pas. Vous pouvez centraliser là-dessus. Mais l'intérêt de cette application, c'est que Apple va voir les grands prestataires de dossiers médicaux électroniques et les invite à faire un pont entre cette application et le dossier médical électronique. Donc, simplement, si vous savez télécharger l'application WeThings et que vous avez téléchargé l'application du dossier médical électronique de votre assureur, enfin pardon, pas de votre assureur, de votre système de santé, peut-être de l'assurance maladie demain, là je parle surtout de ce qui se passe aux États-Unis, eh bien vous allez pouvoir envoyer vos données en quelques clics seulement. Et ça ouvre, alors non seulement ça concerne tout le monde maintenant, mais ça ouvre un marché de masse demain de santé à distance. Avant, la télémédecine était réservée à des pathologies très particulières, à des cas très particuliers. Avec finalement la mise à disposition du grand public de ce type d'objet, ça devient accessible à tout le monde à un coût beaucoup moins élevé. Et donc c'est en train de devenir un marché de masse très très clairement, et ça commence aux États-Unis. Et on a une vision privilégiée là-dessus. Et l'Europe suivra. Seulement aux États-Unis, c'est beaucoup d'acteurs privés. Donc il y a plus d'initiatives. En France, c'est l'assurance maladie principalement. Et quand elle bougera, ça sera beaucoup plus massif. Donc on est en retard, mais on peut se rattraper. Alors justement, 120 entreprises françaises au CES, ça vous évoque quoi ? Cocorico ? Évidemment. Non, je pense que la France a de formidables atouts en matière technologique. Le premier, c'est qu'on a parmi les meilleurs ingénieurs du monde, ingénieurs électroniques, ingénieurs applications embarquées, mobiles. Et donc, toutes ces entreprises qui sont aux États-Unis, au CES en ce moment, des entreprises françaises, reflètent un peu cette excellence du savoir-faire français. Après, si on analyse un petit peu les évolutions de l'Internet, vous avez eu beaucoup de sites Internet et de services Internet qui se sont développés dans les années 2000. Et là, on voit un grand retour de l'objet. Et donc, cet objet, en fait, offre plus de place aux petites entreprises, aux nouveaux acteurs. Et donc, il y a aussi un espace pour les entreprises françaises, là où finalement les moteurs de recherche ont un peu été trustés par les Américains, avec le retour de l'objet dans l'Internet, eh bien, en fait, il y a aussi peut-être le retour de la France. Alors, dernière question pour la route. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'être au CES ? Est-ce qu'il y a des retombées ? Vous arrivez à mesurer les retombées concrètes ? Oui, alors il y a plusieurs types de retombées. Il y a d'abord des retombées médiatiques, c'est là où on annonce nos produits.
C'est là où on a été primé plusieurs fois et c'est un peu le prix de beauté d'être primé au CES. On l'a été plusieurs années de suite pour nos différents produits. Retombées médiatiques, mais beaucoup de retombées commerciales. C'est à ce salon qu'on rencontre toutes les grandes chaînes de distribution de l'électronique, principalement. Y compris des Français. Oui, y compris des Français qui des viennent. Français rencontrent d'autres Français à Las Vegas. Exactement, mais pas que des Français, puisqu'il y a justement le monde entier qui se réunit. Et donc, retombées médiatiques et commerciales très très clairement. Et je pense que c'est pour ça qu'on est aussi nombreux à y être. Merci beaucoup Alexis Normand, restez avec nous. On va passer tout de suite à la start-up de la semaine. Alexandre Errand, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors vous êtes cofondateur et gérant de Makershop. Qu'est-ce que c'est Makershop ? Alors Makershop, c'est une jeune société qui a bientôt 1 an et demi. Et nous commercialisons, et d'ailleurs vous parliez de retour de l'objet, donc nous commercialisons et distribuons du matériel d'impression 3D, excusez-moi, donc des imprimantes 3D, des scanners 3D, du consommable évidemment, mais également on essaye vraiment d'avoir une vision plus globale et de proposer aussi des formations à l'impression 3D ou à la modélisation. Donc à savoir vraiment comment créer des objets en 3D pour pouvoir les imprimer par la suite. On peut apprendre tout seul ou vaut mieux faire un stage, c'est complexe ? Alors tout dépend du temps que vous voulez y consacrer. Aujourd'hui c'est beaucoup plus accessible. Donc je parle d'impression 3D, je parle vraiment d'impression 3D de bureau ou dite personnelle. Donc c'est des machines que vous pouvez avoir chez vous aujourd'hui à partir de 450 €. Donc ça c'est l'entrée de gamme. Voilà, entrée de gamme, vous en retrouvez de 450 à 5000 € à peu près. Et c'est du matériel qui est tout à fait accessible. Donc, chez vous, vous pouvez très bien prendre en main ce type de matériel. Après, si vous voulez aller plus loin, avoir les bons réflexes tout de suite, vous pouvez prendre des formations chez nous à l'impression ou à la modélisation. Donc vos clients sont aussi bien des particuliers que des entreprises Essentiellement des professionnels, des entreprises. Ça reste très professionnel. Je pense que les particuliers, ce n'est pas tant le prix aujourd'hui qui les retient, c'est plus l'utilisation vraiment concrète qu'ils vont en faire. Les particuliers qu'on a, ça va être surtout des grands bricoleurs ou des personnes qui vont faire du maquettisme, ce genre de choses, mais ça reste très prototypage, très professionnel, ou beaucoup dans l'éducation également, qui commencent à intégrer ce genre de machines dans les collèges, dans les lycées, ou évidemment au niveau des universités, des écoles d'ingénieurs. Alors vous nous avez amené des petites impressions, est-ce qu'on peut regarder ? Oui, c'est quelques exemples effectivement de ce qu'on peut réaliser aujourd'hui avec une imprimante 3D. Donc des exemples tout simples, ici une pièce plutôt mécanique type ABS ou PLA, donc qui sont des plastiques très communs au final, mais qui sont très résistants et qui vont venir remplacer aujourd'hui les grosses machines industrielles. Vous êtes tout à fait capable et tout à fait à même aujourd'hui de produire ça chez vous ou dans votre petite entreprise. Et vous avez également une montre. Oui, alors une montre voilà, qui n'est pas connectée, mais en fait. filament flexible. Donc voilà, vraiment pour mettre l'accent sur la diversité de matériaux que vous pouvez avoir. Là, c'est du plastique ? Là, c'est du plastique flexible. Vous avez différents types de plastique après flexible. Et du coup, vous pouvez avoir des utilisations très variées, comme ce type de gadget, entre guillemets, ou des utilisations plus pratiques pour faire des joints entre deux pièces dures, ce genre de choses. Et là, donc, c'est une création, une sculpture. Et là, donc, c'est des matériaux qui commencent à arriver, qui sont disponibles également sur ces imprimantes 3D de bureau. Donc, à partir de 1000 ou 2000 €, vous pouvez très bien créer ce type d'objets. Donc ça, c'est quel matériau ? Qui sont des objets en bronze. Voilà, donc vous avez du bronze, du cuivre, et c'est des objets qui sont tout à fait réalisables aujourd'hui chez vous ou dans votre petite entreprise. Alors Alexis, est-ce que vous croyez à l'impression 3D ? Ah bah évidemment, d'ailleurs on utilise les services de sociétés qui font de l'impression 3D chez WeThings. Pour des composants Pour des composants, quand on prototype nos nouveaux objets connectés, que ce soit des pièces toutes petites quand on parle de montres ou pour des nouveaux modèles de pèse-personnes ou ailleurs. Mais c'est uniquement pour les prototypes ? Alors, on a un usage industriel pour le prototypage, oui, essentiellement. Pas encore pour le grand public, mais ça peut venir. WeThings appartient à un groupe, si on peut dire. Enfin, un des fondateurs de WeThings a également une société qui fait de l'impression 3D qui s'appelle Sculteo. Donc, on y croit forcément. D'accord. Quelles sont les nouveautés en termes d'impression 3D ?
Les nouveautés, donc on a ce type de matériaux qui commence vraiment à arriver sur les machines personnelles. On va voir les métaux justement vraiment se développer dans l'année à venir. En 2015 sera vraiment l'année des métaux pour l'impression 3D. On va avoir ces imprimantes très spécialisées sur des métaux durs et non plus des métaux qui se limitent aujourd'hui au cuivre et au bronze et qui seront accessibles également dans les ordres de 4 à 6 000 euros. Vous pourrez créer chez vous toute pièce en métal. On risque également de voir se développer beaucoup du prototypage, mais multicolore, vraiment de l'injection couleur globalement, parce qu'aujourd'hui on est plutôt limité sur une ou deux couleurs essentiellement, et puis c'est un post-traitement derrière qui vient colorer. Ça pourrait totalement faire des prouesses en médecine, en santé, pour des petites pièces, en chirurgie, etc. Ça pourrait, alors pas sur une imprimante 3D personnelle, puisque ce serait un petit peu difficile, surtout en termes de matériaux, des matériaux biocompatibles qui seront plus difficiles à trouver. Sur des imprimantes dédiées à la médecine, effectivement, il y a des prouesses qui sont déjà réalisées en termes de prothèses, en termes d'implants, et qui permettent de faire des pièces vraiment sur mesure pour la personne. À l'inverse, je vous en prie. Si vous voulez, les objets connectés sont des objets qui créent de l'information et l'impression 3D, c'est de l'information qui devient un objet. Donc c'est la même chaîne de valeur. Et à l'inverse, ça pourrait être aussi dangereux. Si ça tombe dans des mauvaises mains avec des matériaux plus lourds. On peut faire le pire comme le meilleur, donc effectivement on peut toujours avoir une vision un peu noire de l'impression 3D. Il y a également énormément de choses positives aujourd'hui, que ce soit dans la médecine, dans le domaine de l'automobile, du spatial. Très récemment, la NASA a réussi à envoyer donc, numériquement un petit outil sur la station spatiale qu'ils ont imprimé et qui était totalement fonctionnel. Alors, dernière question à tous les deux pour la route. Les soldes démarrent demain. Est-ce qu'on va pouvoir faire des bonnes affaires chez WeThings ou chez MakerShop? Ben écoutez, vous faites déjà des bonnes affaires. Je vous invite à venir et vous allez très certainement bénéficier de promotions. J'aurais pas dit mieux. Bon, bah voilà. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. À la semaine prochaine.